Eh bien, nous avons l'extrême plaisir, pour la 4e fois cette année, pour la 4e fois plutôt, de remettre, depuis la création des rendez-vous de l'assurance transport il y a 10 ans, le prix du rendez-vous de l'assurance transport, donc quatrième prix remis cette année. Et donc, pour organiser cette remise de prix, nous avons sollicité Monsieur Oudard de la CIACI, qui a accepté avec beaucoup de détermination d'assumer ce rôle et de préparer un petit commentaire sur cet événement. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Monsieur Oudard et puis nous allons découvrir comment cette année a été choisi le meilleur travail, la meilleure université pour bénéficier de ce prix du rendez-vous de l'assurance transport. Merci. Merci, bonsoir à tous. Je suis très honoré de remettre ce prix. On m'a demandé de le faire en 45 minutes. Je ne sais pas pourquoi, c'est un chiffre magique en ce moment, notamment grâce à la télévision. Et pour moi, ce sera une première, parce que organiser une remise de prix pendant la Coupe du Monde, pendant une mi-temps, le jour où la France joue, je crois que c'est la dernière fois de ma vie, ça n'existera plus. Alors ce prix, il existe et il est attribué depuis 2015, donc c'est la 4e édition, on vient de le préciser. Une trentaine d'universités et d'autres écoles sont chaque année relancées par le Sésame, qui fait le nécessaire pour collecter les divers mémoires. Alors les mémoires sont reçus et examinés. Cette année, 5 sont sortis du lot. Je vais les citer sans aucune prérogative de classement. D'abord, un mémoire d'Édouard Roland, qui a été fait sur la faute inexcusable en matière de limitation de responsabilité en droit maritime, avec une étude des difficultés soulevées par la notion et de l'opportunité de son remplacement. Et il vient de l'Université de Bretagne occidentale. Ensuite, un autre mémoire a été produit par Anthony Gébraïel sur la faute nautique, et lui, il est à l'université d'Aix. Nous avons aussi Clara Delaubier, qui a fait un mémoire sur la lettre de garantie chez un courtier d'assurance maritime, et qui vient également de l'université d'Aix. Puis Martin Ondo-Ovano, qui a fait un mémoire sur l'assurance des installations de production d'énergie marine renouvelable, et qui vient de l'Université de Nantes. Et enfin, encore un candidat d'Aix, Julien Dalmas, qui lui a fait une étude sur les correspondants des clubs de protection. Alors, on va laisser un peu de suspense. On m'avait demandé, au moment où j'ai sollicité pour intervenir, de faire un petit historique sur la branche. Alors, ça serait beaucoup trop long parce qu'il faudrait beaucoup plus de temps que 45 minutes. Mais je dois vous avouer, c'est pour ça que j'ai un petit peu d'émotion, pour moi c'est une histoire d'amour, la branche transport. Tout simplement parce que les hasards de la vie ont fait qu'en 1973, ça fait déjà pas mal d'années, ça va faire pas loin de 45 ans pour moi, j'ai eu le 10 octobre 1973 mon premier entretien d'embauche. Par un pur fait du hasard, les circonstances de la vie m'ont amené à cela. Et à l'âge de 16 ans, j'ai rejoint la branche d'assurance transport. À l'époque, un homme formidable, Adolphe Zuto, qui était le patron d'une compagnie qui a disparu, qui s'appelait Rhin et Moselle, qui est maintenant dans la galaxie du groupe Alliance, m'avait dit, écoutez, jeune homme, je vais vous écrire, j'ai encore 2-3 candidats à voir, mais si on n'est pas amené à se revoir, je vous raconte quand même quelque chose d'important qu'il faut que vous reteniez. Dans l'assurance transport, vous la mettez en haut du pavé, après vous n'avez rien et après rien, vous avez le reste. Donc je me suis dit que ça devait être une branche pas mal pour essayer de travailler et commencer dans l'assurance, monde que je ne connaissais pas du tout. Et j'espère toujours, sans jouer les anciens, que d'abord ça ne se voit pas trop, que ça fait 45 ans que je travaille dans l'assurance, dont au moins la moitié dans l'assurance transport. Mais à l'époque, la branche transport représentait 2,5% du marché français au global de l'assurance. Et aujourd'hui, je me suis laissé dire que ça ne représentait plus qu'1%. À l'époque, ça va vous faire sourire, on avait quand même des loss ratios de 45%, si ma mémoire est bonne. Donc c'était quand même il y a quelques années. Alors c'est une branche magique, vous la connaissez tous, et pour moi, ça m'a permis
de surfer, sans mauvais jeu de mots, sur les facultés, les corps de navire, aussi bien corps et machines, l'offshore, l'aviation, tous les professionnels du transport, les propres comptes, les risques spéciaux, les expositions, l'aviation, le spatial, la plaisance, l'art parfois, les TSU, les montages essais, les stock and transit, les pertes d'exploitation, les différences de cours. Et puis surtout, ça avait la réputation dans les compagnies d'assurance, à l'époque c'est encore un peu le cas, mais un peu moins, ce qui me gêne, de pouvoir solutionner tous les moutons à 5 pattes que les courtiers, les agents ou autres présentaient. Et je crois qu'il faut absolument tout faire pour garder cet esprit pour la branche, qui est formidable puisqu'elle vous apporte tout, surtout quand vous êtes un novice. Du jour au lendemain, vous vous retrouvez à mélanger les assurances de biens avec les responsabilités, le national et l'international, et puis surtout le commerce. Et là, je ferai un petit clin d'œil au courtage, le commerce qui est quand même l'essentiel de notre métier. Alors, je vais revenir au prix, parce qu'on est quand même là pour ça. Le jury d'attribution de ce prix des rendez-vous de l'assurance transport s'est réuni, comme chaque année, au Sésame et a décidé d'allouer cette année le prix à M. Anthony Gébrael, étudiant au Centre de droit maritime et transport de la faculté d'Aix-en-Provence, pour son mémoire sur la faute nautique. Je vous invite à l'applaudir tout de suite. D'une façon générale, le jury est rapidement tombé d'accord sur les qualités de ce mémoire, tant sur la présentation que sur la forme, le raisonnement de l'auteur. Et puis, je crois que c'est important de souligner que le jury a également considéré que les autres travaux étaient de très bonne qualité. Certains d'entre eux, d'ailleurs, constituaient de bonnes analyses nécessaires sur les risques et des bons travaux sur la synthèse générale. Tout étant un sujet très classique, bien appréhendé par les assureurs, le mémoire sur la faute nautique a fait l'unanimité, d'où la nomination de notre candidat et lauréat. Alors je vais vous le présenter brièvement, parce que moi je suis toujours impressionné quand je vois des CV comme ça. Je vais retirer mes lunettes parce que c'est écrit en tout petit, parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc Anthony, vous avez commencé, je dirais, en 2012 avec un bac d'options scientifiques, un bac général d'options scientifiques. Ensuite, vous avez une licence en droit entre 2012 et 2014. De 2012 à 2016, vous avez rejoint l'Académie de droit d'Aix-Marseille en tant qu'universitaire et vous avez fait un DESU sur les autres études juridiques et politiques. En 2015 et en 2016, vous avez fait un premier master sur le droit des affaires, toujours à Aix. En 2016, au passage, vous avez fait un petit MOOC sur le droit des contrats. En 2016-2017, vous avez fait un deuxième master sur le transport maritime. Ensuite, vous avez refait un MOOC sur le droit des entreprises. Et puis là, vous êtes en train de préparer, si j'ai bien compris, pour septembre-novembre 2018, une préparation sur le CRFPA, et toujours à Aix-Marseille. Alors, avant de vous interroger et de vous passer un petit peu sur le grill, je voulais juste rappeler que le jury qui a souhaité que le Sésame, pour les futures éditions, communique et inspire des sujets aux universités, ainsi que pour les étudiants, pour leur permettre d'être au plus près dans leurs travaux. À cette fin, d'ailleurs, le Sésame sollicitera les assureurs, mais aussi les courtiers via l'UCAMAT, l'AMRAE, l'Association française des risques managers, ainsi que divers organismes professionnels tels que le TLF, l'AUTF, afin de recueillir des propositions de sujets qui seront transmis aux universités pour l'an prochain. 2018-2019, autour de ces années, en cours et à venir, un calendrier des événements précis et notables auront été signalés aux intéressés qui tournent autour de l'assurance du commerce et du transport, national et international, ensuite adressés au marché, de manière à trouver et avoir des bases thématiques pour permettre aux étudiants de bien réfléchir et de choisir leurs sujets d'intérêt qui pourront être des sujets de mémoire. Et primer, je le souhaite pour tous.
de même que l'ensemble de ces sujets et de cette compétition, quelque part, s'ouvrira aux universités africaines francophones, en incluant bien évidemment nos amis du Maghreb. Alors, pour revenir à notre lauréat, j'ai retenu une petite phrase qu'il avait faite dans sa lettre de candidature, où il disait « J'ai fait le choix de traiter un sujet particulièrement connu et controversé dans le monde maritimiste, celui de la faute nautique. Pourquoi ? Il existe principalement 2 raisons à cette décision. » Alors, je pense que c'est à vous que revient d'expliquer ces 2 raisons, et je vous laisse la parole. À vous les avoir oubliés. Donc, alors me rafraîchir un peu la mémoire, je suis désolé. Mais... Est-ce que un représentant de l'université d'Aix est là? Oui. Donc, je pense que vous voulez commenter les travaux de votre élève, ou tout du moins dire un petit mot sur ce qui s'est passé ou ce qui se passe au quotidien à Aix. Très volontiers. D'abord, je voudrais féliciter Anthony Gibrael, qui a fait un excellent mémoire effectivement sur la faute nautique, qui est notre major de promotion de l'année dernière et qui a réussi très brillamment le Master 2. Donc, toutes mes félicitations à Anthony. Je remercie aussi les rendez-vous de l'assurance transport parce que c'est un événement qui, pour nous, pour l'institution qu'on représente, pour les universités, est un événement important d'avoir cette reconnaissance. Je dirais aussi des professionnels d'une certaine manière, c'est vraiment un retour des professionnels. Et je rebondis sur ce qui a été proposé d'avoir un petit peu le sentiment des professionnels sur des sujets de mémoire pour qu'on puisse proposer des sujets de mémoire à nos étudiants parfaitement adaptés aux intérêts des professionnels. C'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument mettre en place parce qu'on se creuse toujours la tête sur les sujets de mémoire. Et il serait intéressant d'avoir ce... Et d'ailleurs, je m'adresse à tous les professionnels qui sont dans la salle, n'hésitez jamais à envoyer des idées de sujets dans les universités proches de vos lieux de travail, parce que c'est pour nous très utile. Donc voilà, merci pour l'organisation de ce prix, qui pour nous est une forme de reconnaissance. Alors, je suis assez comblé de ce point de vue-là, puisque le pôle transport que je représente, le pôle transport d'Aix, c'est un pôle qui regroupe le Centre de droit maritime et des transports, le CDMT, et l'IFURTA, l'Institut de formation universitaire et de recherche en transport aérien, puisqu'on réunit ces 2 composantes, donc maritime et aérienne. Le pôle transport, finalement, c'est la 3e fois consécutive qu'on est primé au rendez-vous de l'assurance transport. Une fois en aérien et puis les 2 fois qui ont suivi en maritime. Donc on est extrêmement heureux. Mais là, je déborde complètement sur la question qui m'a été posée, mais voilà, on est heureux comment dire, mes remerciements sont aussi ceux des étudiants parce que ce prix, puisque le prix de l'assurance transport a l'intérêt d'être divisé en 2, une partie pour le lauréat et puis une partie pour l'institut qui accueille la formation. Pour la partie qui accueille la formation, on a pris l'habitude, nous, de l'attribuer à l'association des étudiants, ce qui permet aux étudiants de faire des projets, en tout cas ça participe au financement de projets qu'ils ont pendant l'année. L'année dernière, par exemple, ça leur a permis, ça contribue en tout cas, leur permettre d'organiser un voyage d'études qui a été extrêmement fructueux. Ils ont fait un voyage d'études entre Paris et Hambourg. Ils ont visité la chambre arbitrale maritime de Paris, la Cour internationale d'arbitrage de l'ICC, et ils sont allés à Hambourg visiter le TIDM, le Tribunal international du droit de la mer, et le port de Hambourg. Donc voilà, ils ont fait ça sur 4 jours, et le prix contribue à ce genre de projet. Et j'espère l'année prochaine avoir l'occasion de vous dire ce qu'on a fait de cette année de ces fonds. Voilà. S'il n'y a pas ici d'autres questions immédiatement, moi j'aimerais bien que vous nous disiez, si vous avez quelques idées là-dessus, pourquoi et comment on choisit de faire travailler un étudiant ou d'accepter la proposition d'un étudiant d'approfondir la faute nautique, qui est quand même un sujet extrêmement académique, extrêmement ancien, sur lequel beaucoup d'étudiants, beaucoup d'auteurs extrêmement prolifiques ont écrit. Et comment on réussit encore à se dire on va peut-être trouver un nouvel angle de réflexion, on va quand même peut-être trouver quelque chose d'intéressant et allons-y pour une nouvelle étude. Comment on en arrive à cette décision ?
Sur le sujet lui-même, là, je pense que c'est Anthony qui pourra nous répondre sur la genèse du sujet, puisque je rappelle qu'Anthony Gevrel a commencé son mémoire sous la direction de Christian Scapel, puisque c'était l'année dernière, et l'année dernière, Christian Scapel est mort en cours d'année, et donc il a commencé son sujet de mémoire sous la direction de Christian Scapel. Ensuite, j'ai pris la suite de Christian Scapel, naturellement. Je rends d'ailleurs hommage au passage à Christian Scapel, ce qu'on avait fait également l'année dernière. Voilà, donc la genèse du sujet, je ne la connais pas. De manière générale, en tout cas, ce que ça peut m'inspirer, c'est qu'en tout cas, c'est un sujet qui est vraiment controversé, j'ai 2 articles en tête sur la faute nautique. Un qui, grosso modo, nous annonçait que la faute nautique était moribonde, l'autre qui, au contraire, montrait la vitalité de la faute nautique. Donc il était intéressant de peut-être essayer de regarder ce qu'il en était. Est-ce que la faute nautique était vraiment moribonde? Est-ce qu'elle avait une certaine vitalité, ce qu'Anthony a fait? Mais je lui laisse la parole sur ce... Donc, pourquoi la faute nautique? Effectivement, vous l'avez tous dit, c'est un sujet assez controversé en doctrine, en jurisprudence. La perspective que j'ai essayé de donner dans mon étude, c'était aussi d'aborder les choses sous un angle de droit comparé, c'est-à-dire que j'ai pris un peu en référence ce que l'on pensait parmi les juges, parmi les auteurs, ailleurs en Europe, en Asie, en Amérique, sur le sujet pour bien rendre compte que c'est un sujet, une notion juridique extrêmement restreinte, mais que malgré tout, notamment en matière d'abordage à faute commune et d'avarie commune, il y a quand même des effets résiduels que l'on retrouve de l'exonération pour faute nautique qui montrent que voilà, que c'est un sujet, c'est une notion dans le maritime assez moribonde et assez mal cernée très souvent, mais qui trouve quand même des applications récentes et importantes dans la pratique. Vous n'aviez pas rencontré d'assureur maritime quand vous avez réfléchi à faire un sujet sur la faute nautique? Non. Parce que chez les assureurs maritimes en tant que tel, la faute nautique, c'est le point de crispation le plus élémentaire pour une raison toute simple, c'est que lorsqu'on se retrouve à avoir payé en tant qu'assureur sur les facultés transportées un dommage quelconque, on a une tendance à essayer d'imaginer le recours contre le transporteur, et si jamais le transporteur est capable de nous opposer une faute nautique, il n'y aura plus de débat, la faute nautique va éteindre toute possibilité d'action à son encontre. C'est une exonération complète et absolue. Alors, d'un côté, gens qui pleurent, les assureurs maritimes du côté des cargaisons, qui n'ont plus de recours, mais de l'autre côté, gens qui rient, les PNI, qui se retrouvent dotés d'un moyen juridique extrêmement strict et extrêmement fort pour mettre à l'abri leurs membres et leur communauté d'intérêts, puisque les PNI sont des mutuelles, de toute action des intérêts facultés pour obtenir des remboursements en tout ou partie des dommages qu'ils ont payés. Et effectivement, on a des débats sans fin avant même de lancer le recours pour savoir si on est vraiment face à une faute nautique en cas d'échouement ou en cas d'abordage ou en cas de heurt quelconque. Et si l'événement de mer se caractérise à l'origine par une faute nautique, c'en est terminé. Les assureurs maritimes sur les marchandises transportées devront payer le dommage à la marchandise, mais n'auront pas de possibilité d'obtenir un recours en tout ou partie contre les armateurs. Donc c'est peut-être ça aussi qui a retenu l'attention du jury, c'est ce point de vue un peu focal, historique, pour ne pas dire ancestral, que les assureurs maritimes, pour leur part, doivent arbitrer. Et on a trouvé à la lecture de votre mémoire que vous faisiez une excellente synthèse, très bien présentée, très académique, et qui permettait de faire le point sur la situation. Alors, la polémique, ou le débat plus exactement, entre l'abandon ou au contraire la revitalisation de la faute nautique, ça, ce sont des choses dans lesquelles les assureurs maritimes ne veulent pas rentrer. Hein. Ils appliquent le droit, ils le commandent finalement assez peu. Et en tout état de cause, on continuera de vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. De façon plus générale, aujourd'hui, qu'est-ce qui pousse un étudiant comme vous, vous préparez l'examen pour devenir avocat, hein, si j'ai bien compris, qu'est-ce qui vous pousse à choisir en deuxième ou en troisième année le droit des transports et le droit maritime? Qu'est-ce qui vous pousse à aller comme ça vers le CDMT en troisième cycle et puis vous dire je vais me spécialiser dans ce secteur et je vais essayer d'en savoir plus là-dedans parce que voilà, je veux développer mes connaissances. Qu'est-ce qui est derrière La réponse cette est démarche? assez simple. En fait, j'ai mon père qui est avocat en droit maritime, qui défend toujours des transporteurs maritimes notamment, et j'ai souvent baigné là-dedans, et c'est vrai que c'est vraiment une raison qui m'a poussé à choisir le droit maritime.
Et c'est un choix que je ne regrette pas. Inspiration familiale. Alors, si votre père défend les transporteurs, essayez de penser un peu à défendre les assureurs. Ça fera tout à fait un équilibre. C'est ce que j'ai fait, normalement, effectivement. Bravo. Un équilibre au niveau familial. Après, si vous le permettez, monsieur, je voudrais juste revenir à une question pour le professeur Bloch. Bon, vous avez vu quel était le thème de notre rendez-vous des transports de cette année. On est à 10 ans, on est à la 10e édition des rendez-vous de l'assurance transport. 10 ans, c'est court et puis c'est quand même un peu long aussi. Donc c'est un peu 10 ans qui nous permettent de faire un peu d'analyse et de regarder dans le rétroviseur. Sur ces 10 années, du côté du CDMT, du côté des études qui mènent à l'activité du droit des transports, de l'activité économique du transport, qu'est-ce que vous avez constaté sur cette période ? Alors, qu'est-ce que vous voulez dire sur l'évolution du marché de l'emploi ou sur l'évolution de nos diplômes ? L'enseignement, l'évolution du diplôme et le rapport à l'emploi pour les étudiants qui sortent du CDMT. Alors, nous l'évolution majeure au cours des dernières années, c'est le passage à l'apprentissage de nos diplômes. Donc, une volonté de professionnaliser nos étudiants pendant l'année de Master 2. Ça a été une vraie révolution au sein de nos diplômes. Et puis la deuxième grande évolution qui va entrer en application à partir de la rentrée, et qui a été un peu initiée depuis quelques temps déjà, mais qui va vraiment, là pour le coup, entraîner un changement même de nom du diplôme, c'est l'ouverture au management. C'est-à-dire que le diplôme qui jusqu'à maintenant est un diplôme strictement juridique devient un diplôme de droit et management du transport des activités maritimes. Et ce sera peut-être la troisième évolution aussi sur le nom, donc une ouverture de nos étudiants au management, pour les mêmes raisons, hein, le but étant d'assurer une meilleure insertion professionnelle, et puis de répondre à une vraie... on se rend compte que beaucoup de nos étudiants, en réalité, font ensuite des carrières qui les éloignent parfois. Alors certains restent des juristes purs, mais très souvent s'éloignent du droit en réalité. Ils font des carrières très variées et évoluent dans l'entreprise dans des postes très très variés. Donc c'est pas inintéressant, je pense, de leur fournir les premières armes pour s'ouvrir vers des activités extra-juridiques. Et ça permet aussi d'avoir des juristes polyvalents dans l'entreprise, ce qui est une bonne chose au départ. Et puis la troisième évolution, c'est le terme activité maritime. Jusqu'à maintenant, c'était vraiment un diplôme transport maritime exclusivement. Et à partir de l'année prochaine, là aussi, on ouvre un peu plus sur le offshore, sur la plaisance, essentiellement sur les activités offshore et la plaisance. Alors que jusqu'à maintenant, il était très shipping. Alors il reste dominant de shipping, ça reste son ADN, hein, parce que c'est vraiment l'ADN du Master 2 Maritime DEX d'être orienté transport maritime, mais on ouvre un peu plus qu'auparavant sur ces dynamiques-là. Là aussi, en voyant une évolution du marché, hein, qui est les activités offshore, en particulier sur l'énergie, deviennent de plus en plus, se sont diversifiées, donc il y a une vraie demande autour de ces activités-là, notamment sur l'éolien. Et puis sur la plaisance aussi, il y a de plus en plus de demandes, donc on y répond par ces orientations-là. Une autre question, ce sera la dernière pour moi. 10 ans qui s'écoulent, les rendez-vous de l'assurance transport qui jettent un petit coup d'œil sur ces 10 années passées, et puis cet après-midi et demain, quelques interrogations, qui sur la blockchain, qui sur le cyber-risque. Est-ce que dans l'enseignement, dans le programme pédagogique que vous pouvez avoir, que ce soit au niveau de votre année à vous ou les années qui précèdent la vôtre, est-ce qu'il y a une sensibilisation sur ces thèmes, sur ces évolutions? Par exemple, on a beaucoup utilisé cet après-midi l'expression smart contract. Alors, je ne sais pas ce que veut dire smart contract pour un juriste ou pour un avocat. J'imagine le pire, parce que il n'y a pas systématiquement des gens smart à tous les contrats qui sont souscrits, surtout quand on les passe par l'intermédiaire d'une machine. Qu'est-ce que tout ça crée comme nouvelle orientation pédagogique au niveau de l'université? C'est une bonne question. Alors, ça crée d'ores et déjà une évolution là aussi dans l'organisation du diplôme. Par exemple, cette année, un module a été créé autour de la blockchain, de l'intelligence artificielle et des smart contracts. Pour reprendre les trois, pour le coup, c'est vraiment... voilà. Donc, autour de cette thématique,
j'ai fait intervenir alors là, pour le coup, c'est une création, mais qui n'est même pas dans la maquette, hein, mais c'est une adaptation aux circonstances. On voit bien que les choses évoluent, donc il faut qu'on s'adapte. Donc on a créé ce cours nouveau, mais qui reste très, très marginal. C'est-à-dire qu'on est sur, grosso modo, une grosse demi-journée. Donc c'est tout à fait réduit. Dans le cadre d'un M2, c'est compliqué de l'intégrer complètement. C'est-à-dire que ça demanderait beaucoup d'heures et du coup, il y a déjà beaucoup d'heures pour tout le reste. Et donc, c'est un peu compliqué de l'intégrer en propre, en tout cas. Après, c'est fait dans chaque matière et il faut que ce soit une sensibilisation dans chaque matière. En revanche, sur toute cette problématique autour de la blockchain, de l'intelligence artificielle, etc., ça fera partie, là c'est un autre projet que nous avons, de créer un DESU activité maritime et portuaire, qui vient d'être validé par l'université. Et là, on a véritablement une semaine complète sur cette problématique-là. Alors, bon, je ne vais pas embrayer sur le DESU parce que ce serait compliqué, mais ce sera un DESU très modulaire. C'est un DESU qui est organisé autour d'une dizaine de séminaires thématiques autour d'activités. C'est-à-dire qu'on va avoir par exemple un séminaire plaisance. Et pendant une semaine, c'est un DESU très pluridisciplinaire, toutes les disciplines et tous les acteurs professionnels concernés par la plaisance qui interviendront sur cette semaine-là. Et ainsi de suite, hein, sur 10 séminaires. Et il y aura un module intelligent, enfin je ne sais plus exactement quel est l'intitulé, mais on a veillé à ce qu'il y ait un module un peu transversal, parce que c'est une problématique qu'on retrouve dans toutes les entreprises aujourd'hui, cette problématique de la blockchain, des plateformes aussi, de la plateformisation. On a de plus en plus d'étudiants d'ailleurs Enfin là il y a un vrai mouvement, hein, puisque nous on a un étudiant alternant par exemple dans une entreprise qui fait que ça, qui crée des applications qui utilisent la blockchain, utilisant la blockchain. Alors, je ne saurais pas exactement expliquer l'activité précise, mais en gros, dont le but est précisément de rapprocher les acteurs sous la système d'une plateforme, avec tout ça, avec de la blockchain. Bon, c'est un peu. On ne sait pas ce que de l'interfaçage plutôt que de la blockchain, voilà. À mon avis. Mais en tout état de cause, c'est ça. Vous prenez en considération la numérisation qui nous attend tous, et vous l'enseignez, vous envoyez des messages à vos étudiants pour que peu à peu ils se préparent à ça. Clairement. Et ça va devenir un enjeu important, effectivement. Enfin, c'est un enjeu important. Si je peux m'autoriser juste une petite interrogation, mais peut-être que ça a déjà été évoqué dans la journée, ou c'est peut-être prévu au programme de demain, mais au-delà des réflexions généralistes sur la blockchain, qui, à mon avis, va transformer l'assurance dans la gestion, mais également dans la distribution, peut-être pas forcément dans le secteur de l'assurance transport, mais au niveau des particuliers notamment, d'autres sujets comme le Bitcoin et ainsi de suite. Vous avez parlé du cyber risk. Est-ce que vous avez intégré tout ce qui tourne autour de la supply chain, qui est un risque où les assureurs ont besoin de se faire tirer l'oreille un petit peu de temps en temps, qui n'est pas encore très appréhendé en matière de capacité, de réflexion, de couverture, de garantie. D'autres ont été plus actifs que d'autres. Mais à mon avis, il y a un gros sujet de réflexion sur le supply chain en général et qui prend tous les ingrédients des chaînes d'approvisionnement et de transport en conséquence, avec des doses de cyber, de détournement, de tas de sujets. Et je pense que c'est un sujet très très important. Après, j'ai juste une petite interrogation pour ne pas oublier. Comment réagissent aujourd'hui les facultés, les écoles, par rapport à la formation, enfin, l'adaptation de la formation des jeunes et leur insertion dans les entreprises? J'entends par là, on a de plus en plus de demandes sur des contrats de formation professionnelle à travers l'alternance. On voit pas mal de formules à 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 3 semaines. Je pense que c'est une excellente chose pour permettre aux jeunes et moins jeunes de s'insérer dans les entreprises et de commencer à bien appréhender ce que c'est que le milieu d'entreprise. Pour les entreprises, nous le faisons, on en a une trentaine aujourd'hui, c'est un moyen extraordinaire d'identifier des potentiels, de favoriser des recrutements, de voir lesquels sont les plus intéressés tant au métier qu'à votre propre culture d'entreprise. Et comment vous réagissez là-dessus? Est-ce que j'ai pas l'impression que les écoles, les universités s'adaptent véritablement à cette évolution aujourd'hui qui est nécessaire? Mais je me trompe peut-être. Vous voulez dire l'évolution sur l'alternance? Sur l'alternance, oui. Enfin, nous, là, pour le coup, moi, j'ai essayé de m'y adapter depuis longtemps, parce que le premier diplôme que j'ai créé en alternance, c'est le master de droit des transports terrestres au départ.
en 2012. Et ensuite, j'ai étendu, il y a 2 ans, à l'ensemble des diplômes. Quand je dis ensemble des diplômes, c'est l'ensemble des diplômes nationaux du pôle transport, c'est-à-dire une licence professionnelle et 3 Master 2. Donc tous nos diplômes sont en alternance, avec des rythmes, pour le coup, là pour répondre à votre... c'est-à-dire qu'on se dirige de plus en plus vers une démarche très... On est vraiment à l'écoute du besoin des entreprises, puisqu'on avait un rythme au départ qui était 2 semaines, 2 semaines. Oui, ça marche pas bien. Correspond, voilà, exactement. Pas bien. On a bien compris au bout d'un moment que ça ne marcherait pas. Et donc là, on passe l'année prochaine à un rythme d'1 semaine de cours, 3 semaines entreprise. Donc là, on est sur un rythme qui peut difficilement faire plus de notre côté, parce que je ne vois pas après comment on peut donner les cours. Mais donc on est très à l'écoute de ce... Nous, on aime beaucoup, et je vais me faire un peu l'avocat du diable pour les entreprises en général, d'avoir des étudiants qui soient là quand même de manière suivie, d'autant plus si on veut les jeter dans le bain. Vous voyez, donc on a vraiment besoin. La formule 3 jours, 2 jours, elle est exceptionnelle, mais elle n'est pas forcément facile pour des formule 3 jours, 2 jours, elle n'est pas adaptable sur une formation aixoise. Hein, attention. Ouais, je sais, c'est ça. Parce que nous, on a quand même beaucoup d'alternants à Paris. Pour les entreprises, c'est quand même pas mal du tout. C'est sûr, mais ça suppose que la formation soit à Paris. Bien sûr. Nous, on est là, ça c'est un point. Ça pourrait marcher sur la licence professionnelle parce que là, il y a beaucoup d'entreprises locales et les étudiants travaillent sur l'entreprise locale. Mais sur le M2, il y a beaucoup d'entreprises à Paris, donc c'est pas les 3 semaines. Enfin, dans une formule provinciale, 3 semaines, 1 semaine, c'est quand même pas mal. Je crois que donc le temps qui nous était imparti pour approfondir la proposition du CDMT et de façon plus générale la proposition de l'Université d'Aix-Marseille relatif à l'adaptation du programme pédagogique aux besoins des entreprises, eh bien, arrive à son terme. Il me reste encore une fois à vous féliciter, donc une fois de plus pour la qualité de ce travail, et puis à vous remettre ce prix. Oui, en fait, on s'y habitue très très bien à tout ça. Donc merci beaucoup et puis à très bientôt. Donc j'espère pas au prétoire. À très bientôt. Voilà, il me reste plus qu'à repasser la parole au professeur Chalmin qui va accueillir notre dernière intervenante de la journée qui va nous parler de la crise en s'interrogeant avec nous sur le fait de savoir si elle est bien derrière nous.